Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cet événement organisé par le pôle Alpha RLH, le CNRS et SIMPE en partenariat avec Captronic et Minalogic. Il s'agit d'un webinaire sur le passage à l'ASIC, donc au circuit intégré à application spécifique. Donc le passage à l'ASIC, une formule gagnante. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter l'agenda du. Si tu peux passer à la. Ah oui, pardon, je sais pas qui passe. Voilà. Donc, qui démarre ce jour à 10h30. Et donc, voilà. Le passage à la ZIC, qu'est-ce que c'est Donc, le passage à la ZIC, c'est quelque chose qui est largement utilisé par les gros fabricants d'électronique ou de produits électroniques à fort volume, donc multimédia, smartphone, automobile, et qui devient progressivement accessible à d'autres acteurs pour des marchés plus petits, comme l'IoT, le New Space, mobilité, la médicale ou le quantique ou d'autres marchés industriels. Donc dans ce webinaire, on va regarder, on va illustrer des options pour aider les entreprises et les laboratoires à réaliser leur propre ASIC afin de répondre à leurs enjeux. Hein. Bon, on ne fait pas un ASIC pour le plaisir, on fait un ASIC pour gagner en compacité, en poids, en consommation, en coût, en fiabilité, en souveraineté, en sécurisation. On a un petit peu tout mis, mais c'est l'ensemble de ces paramètres qui sont gagnants quand on passe à la ZIC. Donc concrètement, on va regarder des exemples et puis des acteurs qui peuvent vous aider dans ce passage-là. Et j'invite tout le monde à poser des questions dans le chat, hein, dans le chat de l'outil. Et à la fin des interventions des différentes parties, on aura donc une session de questions-réponses de 5 minutes où on pourra reprendre les questions posées dans le chat. Voilà, on va passer au programme. Donc, en guise d'introduction, on va avoir Monsieur Pascal Nives du CNRS qui va nous rappeler les actions du CNRS au niveau coopération des filières électroniques et photoniques. Et puis après, je ferai une courte introduction sur le pôle et les ASIC. Voilà, et après, on passera la parole aux intervenants qui auront chacun 10 minutes de présentation plus 5 minutes de questions. Donc, il y aura le SIMPE avec Jérémy Perret, Kissom avec Lucas Testa, Aérodiode avec Sébastien Armeneux et Système avec David Polge. Et après, on aura une courte conclusion où on aura un guest star qui est Idemos qui pourra nous présenter en quelques minutes leur contribution. Voilà, sans plus attendre, je vais passer la parole à Pascal Nives pour le CNRS. Voilà, donc j'avais rencontré Laurent à une manifestation à la FARLH et on avait dit, tiens, ce serait bien qu'on fasse une manifestation ensemble et on a réussi à mettre en place ce webinaire. Merci à Laurent. Donc, ce que je voulais, c'était surtout vous montrer que le CNRS s'est rapproché ces dernières années des entreprises et vous présenter, dans le domaine des filières électroniques et photoniques, la politique du CNRS. Donc, chaque fois qu'on fait une présentation au niveau du CNRS, on aime à rappeler ça, parce que nos chercheurs sont contents d'avoir de la liberté pour chercher en fait des nouveaux concepts. Et voilà, et c'est la recherche fondamentale au service de la société. On n'est pas là que pour, le développement économique, même si c'est une forte direction, mais on est au service de la société en général, et c'est très moteur pour cette raison de travailler au CNRS. Alors, quelques rappels au niveau du CNRS, parce qu'on est quand même le plus grand organisme public français de recherche scientifique. Il y a quand même 23 prix Nobel qui sont sortis du CNRS, et ce qu'on aime rappeler en même temps, c'est qu'il y a 120 000 scientifiques qui travaillent au CNRS ou dans les laboratoires communs du CNRS. Donc, c'est une vraie force de frappe.
et une très grande interdisciplinarité. Ça fait que quand les gens ils cherchent, par exemple, à explorer un domaine qui est un petit peu à côté de ce qu'ils font, ben nous, on a souvent deux, trois laboratoires qui travaillent sur ce domaine. Et voilà. Donc, alors, au niveau pour recentrer au niveau, je dirais, la direction des relations avec les entreprises, ben, là où on veut montrer en fait qu'il y a une volonté forte, c'est qu'il y a eu déjà une embauche de 100 ingénieurs transfert, ou qu'il va y avoir ces 2 prochaines années, parce que je pense qu'il y en a déjà 70% qui sont recrutés. Et en même temps, au niveau de la direction des relations avec les entreprises, on a mis en place 11 stratégies filières, donc des filières stratégiques pour nous. Et moi, je suis personnellement 2 filières, l'électronique et la photonique. Alors, quand je dis je suis pas tout seul, hein, il y a les instituts physique, institut chimie, institut aussi ingénierie et système, auprès de qui je vais chercher des informations. En même temps, j'ai 2 directeurs scientifiques qui m'épaulent sur les projets, à la fois en photonique et en électronique. Alors, au niveau de la photonique et l'électronique, ce qu'on peut dire en fait, c'est que là, on est vraiment bien représenté au niveau du CNRS. On est déjà, comme je l'ai dit, 2 filières stratégiques au niveau de la direction des relations avec les entreprises. Il y a plus de 50 labos qui travaillent sur ces domaines. On a les plateformes Renatech, notamment, avec un budget consolidé de 30 millions d'euros par an. On a des groupements de recherche, notamment avec les instituts ingénierie, système, chimie et physique, sur plein de thématiques différentes. C'est vraiment aussi l'occasion de trouver des spécialistes quand vous avez des problématiques scientifiques. On a des laboratoires communs et plus de 20 laboratoires communs dans le domaine de l'électronique et la photonique. Et au niveau des laboratoires communs, ce qu'on aime bien faire ressortir, c'est que les gens souvent pensent qu'on travaille uniquement avec Thales et Safran. Ce n'est pas le cas. On travaille beaucoup avec les PME. 80% de nos laboratoires communs sont avec des TPE, des startups, des PME ou des ETI. On a organisé des groupes de travail dans le domaine de l'électronique et photonique au niveau du CNRS pour pouvoir répondre encore mieux aux entrepreneurs. On a mis en place, parce qu'il y a beaucoup de startups qui sortent des laboratoires du CNRS, on a mis en place en fait de la prématuration et le suivi des startups avec le programme Rise Up. Et au niveau des formations, on a 30 formations qui sont directement pour les filières photoniques et électroniques. C'est vrai que les formations, on fait surtout des formations hors catalogue. Mais pourtant, dans le catalogue, il y a déjà 30 formations qui sont réservées aux filières électroniques et photoniques. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de formations qui sont dans le catalogue, qui sont toujours faites par des chercheurs, et c'est souvent des formations de 1 à 4 jours, court terme. Et là, je vous ai mis un certain nombre de groupes de travail qui sont mis en place au niveau du CNRS avec les différents laboratoires, pour vous montrer qu'on travaille en profondeur pour pouvoir répondre le mieux aux entreprises et en même temps utiliser les fonds européens, notamment au niveau des appels à projets. Voilà. J'espère que si vous avez des problématiques scientifiques, je suis content de pouvoir communiquer avec vous. Merci pour votre attention. Merci, merci Pascal. Donc, j'enchaîne avec une courte introduction sur le pôle Alpha RLH et le sujet des ASIC là, qui s'inscrit dans les thématiques techniques qui sont adressées par le pôle. Donc le pôle, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme en loi 1901 qui mobilise, disons, qui met en relation des structures institutionnelles, des organismes de formation, les labos de recherche, les entreprises. Donc on est un petit peu à l'intersection de tout ça et on favorise les échanges et on anime c'est des événements, des échanges business entre tous ces parties, dans le but de faire émerger des projets d'innovation collaboratifs et puis de participer à la croissance des entreprises et des territoires. Donc, le périmètre technique du pôle Alpha RLH s'organise autour de 2 piliers majeurs qui sont la photonique et l'électronique hyperfréquence, plus des interactions entre les deux, vous vous doutez bien.
Et donc, les domaines applicatifs ou technologiques vont du semi-conducteur, là, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, le bâtiment, l'énergie, les télécoms, la domotique, l'aéronautique, la santé, l'automobile, la communication. Donc, c'est quand même assez large. Et voilà. Et sur le territoire néo-aquitain, on accompagne ces dynamiques qui sont bien représentées par pas mal d'acteurs. Les chiffres clés d'Alpha RLH, donc bientôt 300 adhérents à fin 2023. Beaucoup de projets labellisés, accompagnés. À noter que quand on labellise des projets, il y a 47% de chances d'être accepté. Donc c'est quand même quelque chose qui est à noter. Si vous avez des projets à faire labelliser, pensez à passer par le pôle RLH. Donc je passe assez rapidement pour qu'on arrive au sujet. Nos grands adhérents industriels, vous les voyez, et puis c'est en croissance avec beaucoup de PME. Sur 300 adhérents, on a 200 sur le territoire et une centaine qui sont hors territoire. Alors l'ASIC, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, passer à l'ASIC, une formule gagnante. Donc je rappelle ce que c'est un ASIC, c'est un circuit intégré spécifique à une application. Autrement dit, un circuit intégré qui est taillé sur mesure pour votre application, pour votre système, pour votre produit. Vous n'êtes pas forcément un spécialiste des circuits intégrés, mais par contre, vous avez un produit électronique qui met en œuvre des composants sur une carte et vous voulez miniaturiser ça, gagner en compacité, gagner en consommation, gagner en protection de copies, etc. Donc là, il faut essayer de passer à l'ASIC. Pardon, hop. Donc l'approche ASIC, c'est vraiment une approche qui est particulière à la microélectronique dans l'industrie automobile. Si on compare avec des industries majeures et comment dire matures comme l'industrie automobile, on pourrait imaginer un constructeur comme Renault qui mettrait à disposition ces lignes de production pour faire d'autres voitures que des Renault, des voitures qui seraient dessinées par d'autres. Eh bien, c'est ce que permet l'industrie microélectronique parce que les procédés sont essentiellement optiques et donc on peut comme ça supporter des designs qui sont faits par d'autres en réutilisant les lignes qui servent à faire des produits, ce qu'on appelle des fondeurs au niveau des lignes de diffusion, et leur process industriel qui coûte des millions à développer et des milliards à mettre en œuvre. Quand par exemple une usine comme ST Microelectronics à Crolles, c'est plusieurs milliards d'euros sur plusieurs années. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, à votre échelle, votre labo, votre PME, votre établissement de taille intermédiaire peut bénéficier de cette possibilité industrielle d'utiliser des lignes de fabrication qui ont coûté plusieurs milliards d'euros. Donc, à titre d'exemple, je vous montre 3 types d'ASIC. Les ASIC les plus petits à gauche, qui sont plutôt orientés hyperfréquence, par exemple des ASIC là faits par Système en l'occurrence, qui intègrent quelques fonctions, des amplis, des mixeurs, des VCO, qui sont relativement petits, quelques millimètres carrés, et qui vont à des fréquences par contre de centaines de mégas à plusieurs dizaines, voire centaines de gigahertz. Donc là, on est dans le monde des micro-ondes, et puis vous voyez que, par exemple, il y a une inductance. C'est souvent les passifs qui limitent la taille de ces puces. Plus la puce est petite, moins ça coûte cher. Plus la puce est grande, plus ça va coûter cher, à technologie équivalente. Donc, deuxième exemple, au milieu, les ASIC Mix Mode, qui, elles, mixent plusieurs fonctions. Là, ici, vous voyez des convertisseurs, des mémoires et puis de la logique. Donc là, on est sur des technos souvent CMOS ou plus rarement, mais BiCMOS, et on peut atteindre des centaines de millimètres carrés. Donc on est déjà dans une gamme un petit peu plus
un petit peu plus cher, mais qui intègre beaucoup plus de fonctions. Et puis après, ce qui est connu plus par le grand public, c'est des microprocesseurs, enfin des processeurs complexes qui sont essentiellement en CMOS, qui peuvent atteindre plusieurs centaines de millimètres carrés. Et là, on est quand même dans un domaine qui reste difficilement accessible pour des PME et des ETI, mais bon, on verra avec Isom qu'il y a des exemples pour profiter peut-être de certains cœurs de processeurs pour être plus accessible avec des ASIC plus petits. Voilà, ben j'arrête là parce que sinon ça va prendre trop de temps et je vais passer la parole au CIMPE, qui est un centre multiprojet et qui est basé à Grenoble avec Jérémy Perret. Eh bien, bonjour à tous. Merci à tous les organisateurs et notamment Laurent, Pascal, bien sûr, David et toute l'équipe. Voilà, donc je suis Jérémy Perret, Project Manager au CIMPE. Alors, le sujet a été bien introduit et même débroussaillé par Laurent, ce qui va me faciliter la tâche. Je vais pouvoir me concentrer sur en quoi le CIMPE peut vous aider à passer justement à l'ASIC. Donc, déjà, je vais vous donner quelques informations sur le CIMPE. Donc, nous sommes un nouveau centre de MPW. Je vais définir juste après ce qu'est un MPW. C'est très important, c'est un peu au centre de la présentation. Donc, nous sommes situés au CIM Nanotech à Grenoble, qui est donc le laboratoire de microélectronique de Grenoble INP. Pour ceux qui connaissent, j'ai mis une petite flèche rouge. Ça vous aidera à nous trouver. Donc, nous sommes sur le lieu donc Minatech. Et notre mission maintenant, ce qui nous concerne ce matin, c'est donc de permettre la fabrication de circuits intégrés pour les besoins de prototypage en mutualisant les coûts via ce principe du MPW, afin donc de réduire ces barrières d'accès dont parlait Laurent. Donc, c'est pas une barrière d'accès pour la fabrication de circuits intégrés. Alors ici, j'insiste, on parle de prototypage, donc sans exigence particulière du client, de l'utilisateur. On parle souvent on fournit au client une quarantaine de puces. On peut en fabriquer plus si besoin, mais c'est ce qu'on vise en fait. C'est le principe du MPW. Donc, avant de vous donner des détails, de présenter les technologies auxquelles le CIMPE peut vous donner accès, je définis le concept de MPW. Donc, Multi-Project Wafer. Alors, le but, comme je l'ai dit, c'est de mutualiser les coûts de fabrication donc des prototypes qui sont traditionnellement élevés en partageant les coûts des masques. Car ce sont ces masques qui représentent une grande partie du coût. Alors, wafer mask, pour ceux qui ne sont pas complètement au clair sur ces notions parmi les participants du webinaire, j'ai deux illustrations. Donc, vous avez un wafer ou la galette de silicium qui est composée de nombreux réticules qui sont répétés sur le wafer. Typiquement, suivant la taille du réticule et la taille du wafer aussi, on peut avoir jusqu'à 60 réticules, ça dépend, mais c'est un ordre de grandeur. Et bien dans chaque réticule, dans le cas du MPW, on va contenir, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, donc des projets venant de différents clients. Au lieu qu'un réticule soit composé uniquement d'un seul circuit répété donc dans le réticule et sur le wafer, là vous avez différentes contributions. Alors, l'avantage, c'est de pouvoir partager les coûts des masques entre les utilisateurs sans trop rentrer dans le détail, ce n'est pas le but de cette présentation. Les masques sont une composante essentielle dans le processus de fabrication, plus précisément via le procédé de photolithographie, pour ceux qui connaissent, qui permet de transformer le dessin du circuit, donc version informatique, en étapes successives de transformation physique du silicium. Donc, le silicium, c'est la matière qui compose le wafer. Donc, pour faire simple, le masque que vous voyez sur votre droite peut être vu comme un pochoir qu'on va venir exposer à différentes sources lumineuses, ce qui va permettre de fabriquer successivement de transformer le wafer et donc créer vos circuits. Alors pour info,
et ça explique une histoire de coût, bien sûr. Suivant la technologie, on peut aller jusqu'à une 50aine de masques pour les technologies avancées notamment. Donc là, on comprend l'intérêt de partager ces coûts. Alors, je parlais d'avantages, des avantages, donc ici c'est un terme de coût, il y a aussi des désavantages, je vous l'ai déjà un petit peu introduit, c'est qu'on ne peut pas avoir un nombre très élevé de puces, mais ça c'est le principe du prototypage, hein, je vous ai dit, on peut parler d'une 40aine de puces typiquement, et on a aussi des contraintes de timing, on réunit plusieurs utilisateurs sur le même réticule pour le même départ en fabrication, donc il faut qu'ils soient prêts plus ou moins en même temps. Voilà, donc j'ai préféré passer un petit peu de temps sur cette slide. Je vais aller beaucoup plus vite pour le reste, ne vous inquiétez pas. C'est parce que c'est le principe du MPW, c'est vraiment notre cœur de métier. Et donc, concrètement, le SIMP donne accès à différentes technologies de rang industriel. Pour les ASIC classiques, hein, dont on parle aujourd'hui, on retrouve notamment les technologies de ST Microelectronics avec différents nœuds technologiques, comme on les appelle. La plupart sont fabriqués à Crolles, pas tous, il y en a aussi, comme vous savez, en Italie, comme le processus de BCD que vous voyez ici. On a différentes technologies pour différentes utilisations. Les utilisations ont déjà commencé à être introduites par Laurent. On a des technologies BiCMOS, comme la 130 BiCMOS 9MW ou la nouvelle B55X, qui permettent d'atteindre des fréquences de fonctionnement élevées. On a le nœud le plus avancé à la fois pour des technologies qu'on offre de ST, mais aussi donc, de technologies qu'on offre au SIMP. C'est la 28 nanomètres FD-SOI, hein, qui est une techno qui permet de faire de très nombreux ASIC, enfin, de très nombreuses applications. Mais via notre catalogue, vous pouvez avoir accès à d'autres fonderies. C'est le cas avec la fonderie autrichienne AMS, hein, qui propose notamment la technologie 0,35 microns, et aussi une nouvelle technologie donc, de 0,18 microns, qui correspond à donc 180 nanomètres, proposée depuis cet automne. Alors, certains ASIC de niche sont aussi possibles. C'est aussi possible pour vous d'avoir accès à ces prototypes, comme le fondeur suisse EM, Électronique Marin, qui permet de faire de l'ultra low power, très intéressant pour de l'embarquer. Je peux passer beaucoup plus vite sur cette slide. Elle montre les technologies dans lesquelles vous pouvez faire fabriquer vos protos. Alors, on n'est plus dans du CMOS, mais ici, c'est de la photonique, aussi des MEMS, donc des Micro-Electro-Mechanical Systems, et aussi un processus hybride de mémoire non volatile. Donc sur une base 130 ST, mais donc dont le post-process est fait au CEA Leti. Donc ça se passe, tout se passe dans la région grenobloise pour le coup, mais c'est bien sûr ouvert à tout le monde. Alors pourquoi je les mentionne aussi, c'est que au-delà des technologies plus classiques pour les ASIC, on offre un accès en MPW à ces technologies. Donc ça peut intéresser certains d'entre vous, notamment la photonique. Alors, avant de vous montrer quel est le rôle concret du SIMP, en quelques phrases, là je vous dis depuis tout à l'heure, nous offrons l'accès, nous partageons les coûts, je vais vous montrer le calendrier des runs, c'est-à-dire en fait, quand nous, SIMP, envoyons en fabrication vos circuits. Donc ce sont des runs qui sont réguliers, en tout cas le plus possible. Vous pouvez notamment voir que nos collègues en charge, hein, donc là vous cherchez Q1 2024, en charge de la partie technique, sont bien occupés en ce moment, parce que nous avons un départ en fabrication pour la technologie ST28, et qui est en train de se produire chez nous. Donc, ça occupe pas mal mes collègues de la partie technique. Il sera suivi par un run AMS en février, ainsi qu'un run AMF pour la partie photonique. Alors, vous pourriez me dire en quoi mes collègues sont-ils occupés? Là, j'ai résumé le côté one-stop shop du SIMP. Donc, on a tout d'abord le support administratif et légal pour être sûr que vous êtes en règle au niveau de la fonderie. Pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, vous avez besoin déjà d'avoir accès au PDK, le Process Design Kit, qui va pouvoir vous permettre de dessiner. Parce que je vous rappelle, c'est très important, nous faisons du MPW, mais nous ne faisons pas votre design. Nous rassemblons différents designs, nous les contrôlons, donc c'est ça que je veux dire par contrôle DRC, hein, Design Rule Check, pour s'assurer de leur fabricabilité, et nous les envoyons en fabrication chez ST, AMS, etc. Nous assurons cette interface pour vous aider si vous avez des problèmes de design, etc.
on prend en charge toute cette partie jusqu'à la livraison des circuits. On s'occupe aussi de la partie packaging que nous sous-traitons, hein, vous avez compris. Nous ne faisons pas d'opérations physiques sur les circuits. Par contre, nous faisons des opérations techniques de vérification. Les destinataires des services, comme vous imaginez, en fonction des institutions, il y a bien sûr les universités, les laboratoires, les entreprises, start-up, PME, grandes entreprises. Nous avons vraiment un public d'utilisateurs, de clients variés. Même chose pour l'origine de nos utilisateurs. La moitié sont en France et Europe, mais on a aussi des demandes, suivant leur intérêt pour la technologie, dans les autres pays du monde. Voilà, très rapidement, des exemples de circuits. J'ai parlé un peu trop, donc je vais passer très vite. Il y a eu 3 exemples décrits par Laurent. Donc je pense, voilà, nous avons d'autres exemples de laboratoires ou d'écoles françaises, hein, qui ont participé à des runs en différentes technologies pour différentes applications, parce que par définition, avec les ASIC, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Donc ce sont des gens qui ont accepté de témoigner sur leur application, parce que bien sûr pour nous c'est très important la confidentialité des projets. Et pour terminer en fait sur l'aspect MPW, je voulais vous donner une fourchette de prix en fait, hein. Donc on parle ça, ce sont des ordres de grandeur pour 25 puces nues. Alors je vous parle de 40, en fait c'est 40 puces dont 25 garanties. Alors, notre techno la plus onéreuse, hein, notre technologie à laquelle on offre un accès à la plus onéreuse, c'est la ST28, dont vous voyez les prix. Et à l'autre extrémité, AMS, hein, qui est une techno mature, donc un nœud mature en 0,35 microns, donc fabriquée en Autriche. Hein. Donc, vous pouvez avoir accès de toute façon à ces informations sur notre site web. Une fiche tarifaire publique va bientôt être publiée. Et enfin, je voulais juste vous rappeler que SIMP, malgré son jeune âge, est l'un des membres du consortium Europractice, donc un consortium européen qui offre l'accès à d'autres technologies. Ils font exactement la même chose que nous pour d'autres technologies que vous voyez ici. Donc, je ne vais bien sûr pas les détailler, ce n'est pas le but, mais c'est pour vous dire qu'au-delà des technologies auxquelles on donne accès, nos collègues, nos partenaires donne accès à toute une palette de technologies pour faire plein de projets, toujours dans le principe du MPW. Donc voilà, je vous laisse avec cette dernière slide de contact et je vous remercie. Donc je suis tout à fait preneur de vos questions. Oui, alors au niveau des questions, nous avons une question de Karim Chiban qui voudrait précise un petit peu plus les technos et les partenaires qui peuvent être impliqués pour des ASIC mixtes. D'accord, très bien. Alors, pour des ASIC mixtes, pouvez-vous préciser la techno, le partenaire? Alors, c'est une question qui s'adresse à moi ou par rapport à ce que tu as présenté en début? J'ai un petit doute, parce que nous, des ASIC mixtes, on peut les faire. Enfin, vous pouvez les faire via les technologies qu'on fabrique, quasiment avec toutes les technologies. Hein. Alors là, il y a une précision de Karim qui parle de système plus radiofréquence. Donc peut-être je vais t'aider à répondre, Jérémy. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je sais que c'est un petit peu le domaine. Donc on a des technos, notamment chez ST en 130 nanomètres SOI qui se prêtent pas mal à faire de l'intégration radiofréquence. Si on veut vraiment aller très très haut, il y a des technos côté UMS, hein, en ASGA. On a aussi XFAB qui peut être considéré pour des applications en radiofréquence ou mixtes à relativement faible complexité digitale. Donc voilà, on a ce panel-là et puis il y en a d'autres. Hein, donc ça fait partie de l'étude. On va voir avec le partenaire système, mais ça fait partie de l'étude de faisabilité, puis de l'identification des technologies cibles, et puis un début de partitionnement. Donc, ça fait partie de l'accompagnement qui peut être fourni par différents acteurs. Hein. Ça peut être des design house, ça peut être des CRT comme système, ça peut être d'autres partenaires.
Mais essentiellement, voilà, il y a un certain nombre de solutions qui sont accessibles par le SIMP. Et le SIMP, et là je réponds en même temps, il y a d'autres questions là. Là du coup ça a déclenché des questions. Le rapport avec l'ancien CMP, ben c'est le nouveau CMP, hein, le SIMP. Je laisse Jérémy là-dessus dire deux mots. Tout à fait, oui, bah merci pour cette question. J'ai pas abordé. Effectivement, il y a une filiation assez claire. Nous sommes toujours à Grenoble. Nous sommes un nouveau service, mais nous offrons exactement l'accès aux mêmes technologies. Nous avons essayé de garder le même portefeuille, hein. Donc, effectivement, la filiation, elle est quand même forte, on peut le dire. Nous ne sommes pas au même endroit, un peu plus loin. Ouais, alors on a une dernière question très rapidement parce que on est en train de dépasser un tout petit peu. On aura l'occasion peut-être à la fin du webinaire à revenir à des questions, mais la question est qui peut faire la conception pour arriver à la fabrication MPW. Donc je vais me permettre aussi de répondre rapidement à ça. Tout à fait. Eh bien, bon, on va le voir à travers les présentations des futurs intervenants, mais effectivement, il y a un certain nombre d'organismes et de boîtes qui peuvent faire la conception pour arriver à la fabrication MPW, soit par l'entremise du SIMP au niveau fabrication, soit directement avec des fondeurs associés, mais à condition d'avoir un certain volume, hein, d'intéresser les fondeurs, quoi. Voilà, on va y revenir sans doute sur cette question, mais merci de l'avoir posée. On va passer, désolé, on est obligé de passer quand même maintenant, d'arrêter les questions-réponses sur la partie SIMP et de donner la parole à Lucas Testa de la société Kisom, implantée à Bordeaux, à Pessac. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Alfer LH pour l'organisation de ces webinaires. Je vais vous présenter aujourd'hui rapidement l'entreprise Kisom, son offre et un cas de conception de processeurs via une plateforme américaine. L'ambition et l'objectif de Kisom est de démocratiser la conception et la customisation des processeurs. On est parti d'un constat qui est assez simple. Aujourd'hui, tout fabricant de semi-conducteurs qui a besoin d'un processeur achète des processeurs génériques sur étagère, globalement à la société ARM, et ne customise pas ces processeurs parce que c'est une procédure qui est très lente, qui est très compliquée, qui est très coûteuse, et donc non viable aujourd'hui. Donc, nous avons créé un logiciel que je vais vous montrer tout de suite après, qui permet rapidement et facilement de customiser des processeurs. Donc, le logiciel est une interface web utilisable par nos clients qui l'utilisent en gros pour envoyer des spécifications et un besoin vers notre serveur. Notre serveur analyse le besoin, crée l'architecture processeur customisée pour l'applicatif du client et renvoie au client l'architecture processeur plus plein d'autres fichiers que je vous montrerai après. Et bien sûr, l'outil devient un aide à la décision pour l'utilisateur qui n'est pas obligé d'avoir de fortes connaissances en architecture processeur pour l'utiliser. Et chaque client peut y trouver son intérêt parce que chaque client a un besoin et des priorités différentes. Pour certains, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est shrinker la surface silicium, rendre la plus petite possible. Pour d'autres, le besoin principal, ça sera par exemple la consommation énergétique. Nous avons bien sûr également des architectures processeurs génériques basées sur l'ISA RISC-V. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques. Néanmoins, on a une gamme de processeurs génériques qui se différencie par le nombre d'étages des pipelines, et toutes ces architectures après sont customisables via notre outil. Alors, je vous propose maintenant de lancer une petite vidéo qui va vous donner un aperçu du fonctionnement de notre outil, qui est vraiment un outil qui peut être qualifié de no-code.
afin de pouvoir les comparer. Un premier qui est un processeur générique, défini par son jeu d'instructions classique IMAC. Et après, il demande à l'outil de générer un deuxième processeur qui, cette fois-ci, est customisé en fonction de l'applicatif qu'il a mis en entrée au logiciel. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment un outil drag and drop. Dans ces cas, l'utilisateur a choisi des blocs, disons comme ça, qui permettent d'arriver jusqu'à une étape ASIC, implémentation sur silicium, 130 nano Skywater dans ce cas, afin d'avoir un maximum de comparaison entre le processeur générique et le processeur customisé. Ici, on a déjà une première analyse qui est faite, qui montre par rapport à toutes les instructions machines qui sont intégrées et contenues dans un processeur générique, lesquelles sont vraiment nécessaires pour son applicatif. Donc ici, on voit que à peu près la moitié des instructions ne sont pas nécessaires. Ça se traduit quelque part par des millions de transistors qui ne sont pas nécessaires pour son applicatif et du coup de la consommation aussi qui n'est pas nécessaire pour lui. Ici, on arrive à la comparaison finale des deux processeurs. Les deux ont été déjà implémentés côté silicium. Et si on vient comparer la surface silicium, on vient comparer la consommation énergétique et en restant à ISO fréquence pour les deux. Et nous voyons encore une fois que on vient de gagner en l'espace de quelques minutes à peu près 50% de consommation énergétique et 50% de surface silicium. Voilà. Donc, désolé pour la petite intervention. Je vous laisse reprendre la main, Lucas. Parfait. Donc, j'ai la main sur les slides. Pour information, nous ne livrons pas que la partie matérielle, nous livrons tout le SDK, donc toute la partie d'écosystème logiciel qui est nécessaire à l'utilisation du processeur. Donc, nous retrouvons du support pour des OS temps réel comme FreeRTOS ou Zephyr. Nous retrouvons toute la toolchain avec le compilateur customisé, le debugger, une préconfiguration d'IDE. Donc, tout ça est livré au client pour qu'il puisse avoir une solution vraiment globale, clé en main. Donc, je vais aussi vous parler très rapidement d'une implémentation silicium que nous avons fait. Nous sommes passés par une plateforme américaine qui s'appelle eFabless. Qu'est-ce que cette plateforme permet? En gros, elle met à disposition des outils open source qui automatisent un certain nombre de tâches. Par exemple, automatise les tâches qui permettent le passage de ce qu'on appelle un RTL, donc une description comportementale d'un circuit numérique, vers du GDS, qui est les millions de transistors interconnectés pour former la fonction. Donc, il y a une surface d'environ 3 mm² qui est mise à disposition. La puce est préconfigurée, donc les entrées et sorties sont préconfigurées, les alimentations également. Donc, on va dire que l'espace des jeux reste limité. Néanmoins, en quelques heures, nous pouvons mettre dedans notre projet et l'envoyer pour une fabrication. Ce qui est intéressant dans ce projet d'eFabless, c'est le coût. Pour environ 9 000 €, on a pu recevoir très récemment un peu plus d'une centaine de puces déjà mises en boîtier. C'est un projet qui est intéressant pour tout ce qui est numérique. Dès qu'on commence à aborder des thématiques analogiques, il est nécessaire, je pense, d'avoir des logiciels spécifiques tels que Cadence chez soi ou chez une design house. Côté négatif du projet, une documentation qui est très, très limitée, disons comme ça. Peu de librairies que nous pouvons utiliser pour les associer à notre projet. Et nous avons également rencontré quelques problématiques liées aux mémoires, liées aux via d'interconnexion ou à la possibilité de faire des macros. Donc, encore une fois, c'est un outil intéressant qui coûte pas cher. Il a des côtés négatifs également. Et surtout, il ne faut pas le prendre comme une possible forme de design house.
la conception n'est pas faite via la plateforme, et il n'y a aucune aide de ce côté-là. Ici, nous avons, pour terminer, l'exemple de fabrication que nous avons fait en passant par eFabless. On a mis plusieurs processeurs génériques à nous, plus le processeur customisé que vous voyez ici en rouge. C'est le résultat de la démo que vous avez vue tout à l'heure par rapport à l'application AES. Donc, vous voyez que par rapport à un processeur générique qui est ici à sa gauche, nous gagnons énormément de surface de silicium. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Donc, je vous remercie à tous. Ok, donc est-ce qu'on a des questions? Oui. Donc, quelle garantie de confidentialité et de propriété de Karim Chiban? Alors, il y a deux aspects. Il y a principalement, déjà, il y a des NDA qui sont signés entre qui sommes et l'utilisateur de nos solutions. Pour certains acteurs qui travaillent dans des domaines très spécifiques, il n'est pas obligatoire de passer par nos serveurs, mais on peut instancier des serveurs chez l'utilisateur final s'il ne souhaite pas que ce soit nos serveurs qui prennent la main. Et sinon, voilà, il y a toute la gestion. Ah oui. La question s'adressait plus à l'approche eFabless. Hein. eFabless, alors après, il faut regarder un peu dans les détails leur site. Ils ont deux possibilités. Ils proposent soit des projets qu'on va classifier d'open source. Donc là, il n'y a pas de vraie confidentialité. Et après, il y a une partie qui est plus réservée aux industries, qui est le choix que nous, on avait fait, donc qui du coup coûte 9 000 €. Le coût est différent, il me semble, si on passe par leur option open source. Mais du coup, dans ce deuxième cas, ils garantissent la confidentialité du projet. Et en théorie, vous n'allez pas vous retrouver avec quelques repo Git et avec votre solution. Encore une fois, je vous invite à regarder dans les détails eFabless et leur documentation. Très bien, merci Lucas. Donc, on va passer à l'intervention suivante, qui est par Aérodiode. Donc, Aérodiode qui est situé à Bègle. Et donc, nous accueillons Sébastien Armeneux, le product manager de Aérodiode, avec une présentation sur l'approche indigène. Donc, Sébastien, là, tu as le floor is yours. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, ça va bien. Laurent, tu m'entends? Oui, très bien. Oui, très bien. Bon, c'est parfait. Donc, je vais vous parler effectivement d'Aérodiode. Donc, merci évidemment aux organisateurs de ce webinaire. Je vais vous parler donc en premier lieu d'Aérodiode pour présenter la PME dans son ensemble, et puis ensuite de notre expérience autour de la ZIC, expérience qui n'est pas finalisée aujourd'hui, mais qui est bien démarrée. Voilà, donc Aérodiode. Je vais passer au slide suivant. Est-ce que c'est moi qui passe au slide suivant? Oui. C'est la petite flèche en bas. Je me souviens d'une petite flèche que je ne vois plus maintenant, effectivement. Je te le fais si tu veux. Flèche de droite du clavier, Sébastien. Pardon, je ne t'entends pas, David, excuse-moi. Flèche de droite du clavier, Sébastien. La flèche de droite du clavier, tout simplement. Oui, effectivement. Donc Aérodiode, voilà. Aérodiode, on a 4 ans d'existence. On a été créé début 2020. Alors, si vous tapez Ruée vers l'or magasin sur Internet, sur Google Images, vous tombez sur cette image-là. On s'est créé, je dirais, sur le constat que la photonique, c'était un ensemble de ruées vers l'or successives des équipes R&D dans différents domaines. Donc, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait une belle ruée vers l'or de tout ce qui était télécom. Ensuite, il y a eu d'autres ruées vers l'or, les lasers à fibres, les lidars, la reconnaissance 3D. Aujourd'hui, c'est plutôt le quantique. Demain, ce sera d'autres choses encore, l'optique intégrée, que sais-je, la microfusion nucléaire ou autre.
En tout cas, nous, à Aérodiode, on est un magasin, on fournit, on trouve les dénominateurs communs à tous ces besoins-là de gens qui intègrent des technologies photoniques. Et on fournit donc les pelles et les pioches pour toutes ces ruées vers l'or successives. Alors, on a été créé en janvier 2020. On conçoit, produit, commercialise des solutions optoélectroniques donc pour l'ensemble des personnels techniques mondiaux utilisant des technologies photoniques. On est à 90% à l'international. On a été certifié ISO 9001 en avril 2021 et on dispose aujourd'hui d'une filiale aux USA qui est basée dans le Montana, à Bozeman. Alors la stratégie d'Aérodiode, elle est sur, je dirais, c'est un tabouret qui repose sur 3 pieds. Le premier, c'est tout ce qui est électronique modulaire. Donc on est un essaimage du centre technologique Alphanov à Bordeaux. Et on a développé depuis plus de 15 ans maintenant un ensemble d'électronique très modulaire dédié au pilotage de tout ce qui est composants photoniques. Et ce pied-là, je dirais, associé à notre expertise dans tout ce qui est conception de composants photoniques pour l'émission ou la modulation optique, notamment couplée à des fibres optiques. Et un troisième pied, donc on a développé beaucoup depuis la création de la société, qui sont tous les outils numériques, sites web, apprentissage, e-commerce, etc. Ces 3 pieds nous permettent de devenir aujourd'hui un acteur majeur du e-commerce scientifique. C'est clairement le domaine sur lequel on est positionné, avec une spécialité autour de la photonique. Alors, qu'est-ce qu'on apporte à nos clients? On apporte essentiellement du gain de temps, du gain de place également. Donc, on voit ici une représentation de, je dirais, des old-fashioned laboratories avec ces systèmes de rack 19 pouces, etc., qui prennent beaucoup de place, qui prennent beaucoup de temps à démarrer, etc. Et on a effectivement les solutions qu'on propose, nous, sur le marché, qui sont des solutions beaucoup plus intégrées, beaucoup plus avancées au niveau électronique, avec des pilotages communs, et on peut monter un centre de contrôle de manip R&D très rapidement et démarrer les manips à 9h15, quand avant on démarrait les manips à 11h, voire plus tard dans la matinée. Alors, pour revenir au sujet indigène, quand on a créé Aérodiode en 2020, on s'est posé un certain nombre de questions, on disposait d'un certain nombre d'électroniques assez performantes. Néanmoins, on se demandait quels étaient les risques associés à ça, et effectivement, il y avait c'était plutôt les années, je dirais, on était un peu dans l'inertie des années Trump, fin donc 2018, 17, 18, 19, où effectivement, il était question de restreindre très fortement l'exportation des composants, en particulier américains. Et effectivement, nous, sur nos cartes, on a fatalement des composants qui sont EAR99, donc qui sont aujourd'hui évidemment autorisés à l'exportation, mais qui pourraient demain être restreints pour des raisons X ou Y. Et donc ça présentait une sorte d'épée de Damoclès sur notre avenir, et il fallait qu'on essaie de se protéger de cela. Donc vis-à-vis d'un certain nombre de composants, donc on appelle ASSP, Application Specific. Donc le projet indigène, donc projet de 2,7 millions d'euros, financé par le plan de relance en 2021, et pour lequel nous sommes vraiment, je dirais, dans les phases vraiment d'avancée technique. Il rassemble 2 autres partenaires importants que sont le Centre technologique Système, donc un centre technologique basé à Limoges, mais pour lesquels les équipes Design House sont basées, elles, à Bordeaux. Et puis le centre technologique Alphanov, dont nous sommes issus. Voilà, et il se base effectivement sur les fonderies de la société ST Microelectronics. Voilà, et on travaille activement aussi également avec le SIMP, dont on a vu la présentation tout à l'heure. Alors c'est assez amusant, je dirais, par rapport à une PME comme nous, comment on a pu évoluer dans notre intérêt sur le projet indigène qu'on a monté. Donc au départ, effectivement, je le parlais, c'était pour des questions d'indépendance avec les lois Trump, etc. Au final, progressivement, on s'est rendu compte aussi, on a constaté qu'un certain nombre de composants pouvaient devenir obsolescents et que ça pouvait être critique pour nous, et du coup, il fallait également se protéger des obsolescences. On a eu des signaux qui nous indiquaient qu'on pouvait potentiellement être fortement copié. Un ASIC comme celui-ci, c'est une protection extrêmement forte vis-à-vis de la copie. Et puis les années Covid sont arrivées, et évidemment les sujets pénurie sont devenus dominants, et donc aussi indigène devenait aussi fatalement une solution pour les volets pénurie. Aujourd'hui, on revient aux fondamentaux, et on est passionné encore par notre projet.
avec un objectif principal important, qui est un objectif de performance, et de dépasser complètement les performances de nos cartes actuelles. Et c'est ce qui nous anime le plus fortement actuellement. Le déroulement du projet, qui est le déroulement classique de la conception d'un circuit intégré, on spécifie effectivement les choses, on conçoit, grosse implication des équipes système, où là, clairement, on a vraiment, au niveau des sujets qui nous animent, donc ici, autour de tout ce qui est sujet PLL et compagnie, on a à Bordeaux des équipes qui sont vraiment de niveau mondial, en tout cas très performantes. On a vraiment les meilleures expertises mondiales ici sur Bordeaux, sur ce volet conception de PLL et d'ASIC, au sein donc, du centre technologique système. Ensuite, effectivement, les phases de prototypage, de réalisation, donc on est en plein dedans. Les premiers wafers les wafers sont sortis des fonderies ST Microelectronics, et on va passer maintenant aux phases de test composants packaging. Il y a aussi, de manière indispensable, quand on fait un circuit intégré, il y a un volet fiabilité. Il faut vraiment se poser la question au départ, quand on conçoit le circuit, quand on va vers l'ASIC, qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va faire un circuit qui va monter dans un avion et être susceptible de poser des problèmes de responsabilité gigantesques, ou est-ce qu'on fait un circuit qui va se retrouver sur des tables optiques et qui va poser des problèmes de responsabilité un petit peu moins élevés. Il y a le volet évidemment test fonctionnel, l'intégration, et tout ça, c'est des choses qui nous attendent pour cette année. Voilà, je voulais donc en dernier slide remercier tous les gens qui interviennent autour de ce projet, en particulier le centre technologique système, donc sur le volet conception, avec une très forte implication des équipes système sur ce projet. Alphanov également, qui s'implique fortement autour de tout le volet hardware, on va dire, back-end, de la partie électronique, RF, l'État, évidemment, qui nous finance, donc à travers la DRITS et BPI France, avec le soutien financier et le suivi régulier des équipes de l'État. La société ST Microelectronics, qui nous a soutenus dès le départ du projet, lors du montage. Laurent, qui est présent aujourd'hui, je le remercie à double titre, au titre de la société ST à l'époque, et puis aujourd'hui au titre du pôle Alpha aujourd'hui, pour le suivi du pôle. Et puis des acteurs partenaires, sous-traitants, qui nous soutiennent indirectement. J'insiste sur le SIMP, parce que les circonstances avec le SIMP et la mutation CMP-SIMP ont été extrêmement difficiles et ont nécessité des implications très fortes des équipes pour assumer ces conditions complexes. Je remercie également un acteur aéronautique français que je ne vais pas citer ici pour éviter toute difficulté là-dessus. Et puis également sous-traitant CERMA, aussi bien côté fiabilité, CERMA technologie, que CERMA microélectronics à La Rochelle, côté packaging. Voilà, merci à tous pour votre attention, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors merci Sébastien. Alors, je ne vois pas trop de questions dans le chat, mais très rapidement, quel serait ton conseil à une PME qui hésite à se lancer, qui serait un peu dans votre cas, mais d'Aérodiode il y a 2-3 ans, mais voilà, quel est le conseil que tu leur donnerais? Alors, je dirais au niveau financier, avancer par grands pas, et au niveau, je dirais, stratégique, avancer par petits pas. C'est-à-dire que voilà, faut financer d'abord, et puis après être patient et pas mettre toute la stratégie de l'entreprise sur l'ASIC, ça c'est clair. C'est quelque chose qui reste risqué. Moi, personnellement, j'ai monté quand même beaucoup de projets au sein de mes expériences, notamment Alphanov. J'ai jamais vu un projet où j'ai me suis autant de fois posé la question s'il fallait que je jette l'éponge ou pas. Et Laurent, tu te rappelles d'une fois au départ, lors du montage, où effectivement on a vraiment failli jeter l'éponge. Merci d'ailleurs de ton soutien à l'époque. Et effectivement, voilà, donc c'est changer de cours, c'est changer de dimension, mais c'est beaucoup de patience et effectivement un besoin important de soutien public, c'est clair. Oui. Ok, merci Sébastien. On va passer à la présentation suivante, donc de système, avec David Polge, qui est responsable de l'axe composant hyperfréquence, du CRT système, qui a une activité design de circuits intégrés
parmi sa palette d'activités en hyperfréquence. Je laisse la parole à David Polch. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon, Laurent? Très bien, très bien. Ok. Vas-y, David. Parce que l'appli me dit qu'on ne m'entend pas, mais si on m'entend, c'est parfait. Ok, et ça fonctionne, donc très bien. Donc bonjour à tous, merci Laurent, merci David, et merci à tous ceux qui ont pu rendre ce webinaire possible autour de la ZIC. Donc moi, je suis David Paul, je suis ingénieur R&D à Système depuis à peu près 5 ans. Et comme l'a dit Laurent, je suis responsable de l'axe composants hyperfréquence à Système. Mais en même temps, donc, je suis ingénieur R&D, donc je conçois des circuits MMIC, RF ou millimétriques. Et j'assure aussi la gestion des projets dans le domaine des MMIC. MMIC, pour ceux qui ne sont pas familiers du domaine, l'acronyme m'échappe, mais en gros, c'est tout ce qui est circuit intégré, silicium ou autres technologies 3.5, etc. Donc, je fais partie de Système, qui est un centre technique et qui accompagne, donc depuis 30 ans, là, comme c'est écrit à l'image, différents acteurs, PME, ETI, start-up, grands groupes, laboratoires de recherche, avec nos équipes R&D pour une expertise qui s'étend sur l'ensemble de la chaîne électronique hyperfréquence. Donc ça peut aller du niveau antenne au niveau système avec un S plus global, jusqu'à ce qui nous occupe aujourd'hui, les cartes ou même le composant aujourd'hui silicium et donc un ASIC. Dans l'axe composant hyperfréquence à système, nos domaines d'expertise sont les circuits intégrés, les antennes et tout ce qui est circuit passif et hybride, donc coupleurs, filtres surtout. Et nous sommes à peu près 10 personnes dans l'équipe, réparties sur les sites de Limoges et de Pessac, bien que Système soit réparti sur 4 sites, dont Brive et Poitiers. Ça marche, parfait. Donc dans l'équipe, on est 5 concepteurs, avec des compétences variées, donc tout ce qui est RF et millimétrique, donc oscillateur, PLL, amplificateur, déphaseur, mélangeur, switch. Aussi des blocs plutôt analogiques ou numériques, donc LDO, c'est des régulateurs en tension, des références de tension, des capteurs de température, ou bien des bus SPI qui vont permettre de venir commander l'ASIC qu'on pourrait concevoir. Et aussi des compétences pour tout ce qui est signaux rapides, donc driver de MOS ou de diode, générateur d'impulsion, ce genre de choses. Au sein de Système, on a de l'expérience sur différentes technologies, donc ça fait le lien avec le SIMP, avec qui on collabore sur beaucoup de projets. Donc on a évidemment de l'expérience avec l'entreprise ST Microelectronics, dans différentes technologies qui sont affichées à l'écran. Mais nous avons aussi l'expérience avec d'autres fondeurs tels que Global Foundries, IHP et XFAB notamment. Enfin, au sein de l'équipe, nous avons différents moyens logiciels ou matériels. Donc nous faisons nos conceptions de circuits intégrés via la suite logicielle Cadence, ce qui peut différencier un peu de quand on fait une carte avec un PCB, des choses comme ça, ou parfois on utilise ADS ou Circuit Studio Altium ou d'autres choses. Donc ici, c'est un programme spécifique au monde de l'intégré, donc qui s'appelle Cadence, et qui peut prendre aussi en charge certaines simulations EM pour pouvoir couvrir l'ensemble des parasites et des interactions au sein de la puce. Électromagnétique. Oui, j'ai dit quoi? EM, non mais électromagnétique. Ah pardon, oui, donc EM électromagnétique, les simulations électromagnétiques. Merci Laurent de m'avoir permis de préciser. Donc là sur la slide, je présente la conception d'un composant typiquement un ASIC, donc qui est un pilotage de source laser, qui est conçu en techno ST Microelectronics. Et donc dans cette puce, dont une partie peut se voir à droite, bon l'image est un peu pixelisée, j'ai pas fait attention, mais bon voilà, on voit un sous-circuit de ce générateur de signaux avec des tailles vraiment petites, vous le voyez entre parenthèses. Et donc, dans cette puce complète, il y a différents blocs, donc différents drivers entrée-sortie qui adressent différents standards, une PLL, un VCO pour pouvoir générer les signaux, et la génération de signaux spécifiques en termes de durée, de répétition ou autre. Et tous ces blocs-là, qui sont conçus individuellement au début, sont rassemblés au sein d'une même puce, que donc on peut appeler ici ASIC. On les dispose au bon endroit, etc.
Et ça permet de créer un composant complet qu'on va faire fondre via le SIMP si on veut faire du multiprojet par exemple. Et à la fin, vous avez votre composant miniaturisé, tout ce que vous auriez pu avoir sur une grosse carte, mais vous allez avoir une petite carte et ce composant au milieu. Et donc, c'est un gain de consommation, de place, etc. Donc, cette ASIC, voilà la consommation, j'ai mis quelques petites informations, c'est 2 watts et la puce, elle fait à peu près 11-12 mm², donc c'est grosso modo 3,5 par 3,5, un beau petit carré. Donc, c'est un projet avec 3 partenaires néo-aquitains, donc Sébastien, on a un peu parlé tout à l'heure. Et voilà, le but, c'est de vraiment concevoir cette ASIC en technologie européenne pour voilà, assurer la souveraineté et toutes ces notions de composants clés stratégiques qui reviennent de plus en plus sur la table. Et donc voilà, le but de cette conception-là, c'est de faire un ASIC le plus européen possible avec la technologie, avec les acteurs, pour pouvoir assurer la souveraineté. La fabrication de cette ASIC là, est assurée via le SIMP, donc vous avez vu l'explication de Jérémy tout à l'heure, j'y reviens pas. Et le packaging et le report est assuré par différents partenaires, dont Serma Microelectronics à Périgny. Et en fait, est-ce que si j'active le pointeur, ça marche? J'espère que oui. Donc, et en fait, en bas, j'ai un peu décrit le processus. Donc, nous, on fait l'ASIC, par exemple. Puis après, différents prestataires vont venir ajouter des petites billes de métal pour pouvoir le reporter sur un substrat d'accueil qui permettra à la fin de mettre dans un boîtier et de venir le reporter sur votre PCB pour pouvoir l'utiliser sur vos cartes électroniques. Dans ce projet, les expertises de système, elles sont variées, donc ça peut aller ça va de la compréhension du système du partenaire et l'établissement des spécifications, puis comme je vous ai dit, la conception des blocs, d'une part, les petits blocs unitaires, puis la conception des puces, donc vraiment l'ensemble d'autre part. La vérification et le suivi de la fabrication et du report, donc avec nos partenaires SIMP, Serma Microelectronics et autres. Puis la mesure de la puce, et puis après, les étapes d'après, c'est des étapes, comme l'a mentionné Sébastien, de qualification, de fiabilité, sur lesquelles on accompagne aussi nos partenaires. Une autre slide pour évoquer quelques projets en cours, parce que Système accompagne plusieurs partenaires dans la création de leurs composants ASIC. Donc le premier, c'est la conception d'un switch en technologie silicium CMOS SOI. Donc vous voyez à droite, en fait, le wafer qui a été fondu, on appelle fondre, hein, fabriqué, fondu. Là, par contre, c'est un peu différent du SIMP, c'est un run propriétaire, donc le client est propriétaire de ses masques, il les a payés et voit directement avec la fonderie pour faire fabriquer ces circuits. Donc vous voyez les wafers ici et un petit zoom sur les différents circuits. Et donc là, un second run est en cours qui va partir au printemps. Au printemps. Les expertises de système ici, donc ça a été plutôt la conception MMIC avec un peu de phase de spécification. Tout ce qui est aspect packaging et report de type flip chip, donc c'est vraiment poser la puce sur votre carte, un peu de co-conception, etc. Et l'accompagnement sur les aspects qualification et fiabilité. Et un dernier projet là que je présente ici de façon très succincte, hein, parce qu'il y a des soucis de confidentialité, etc. Donc, c'est concevoir des puces pour un transceiver à 100 Go en technologie silicium BiCMOS. Et donc là, l'expertise système, elle est un peu plus étendue. Donc, on est intervenu vraiment dans la phase de préétude avec le bilan RF, le dimensionnement, le floor plan. Donc, le floor plan, c'est, j'ai pas de mot français, Laurent, mais c'est la disposition des blocs sur la surface de la puce pour pouvoir agencer tout comme il faut. Je sais pas s'il y a un mot. Oui, le plan d'ensemble, oui. Ouais, le plan d'implantation peut-être. Voilà. La conception des circuits unitaires et puis après la conception des puces TX et RX pour pouvoir faire fabriquer ça et transmettre au client ce circuit-là pour que lui assure la suite des opérations. Donc un petit mot de conclusion, je pense que j'arrive à la fin du minuteur. Donc chez Système, de par notre expertise au niveau des MMIC et de la chaîne hyperfréquence de façon générale, on permet à différents partenaires, laboratoires, PME, ETI, de pouvoir concevoir un composant sur mesure, hein, parce qu'un ASIC, c'est ça, hein, c'est un composant sur mesure. Donc ASIC, là j'ai mis l'acronyme en anglais, hein, Application Specific Integrated Circuits, de la phase de faisabilité et de la conception des sous-blocs et des prototypes, jusqu'à la phase de validation, et un peu plus loin, de la pré-industrialisation de l'ASIC, avec toutes les notions de report sur la puce, de package, de choses comme ça. Très bien, merci. Et j'en ai fini.
Merci David, tu es pile poil dans les temps. Donc on a 5 minutes devant nous pour faire des questions-réponses. Donc je ne sais pas, pour l'instant je ne vois pas trop de questions dans le chat. Donc Ah. du coup, bon j'en avais une qui est déjà un petit peu dans ma tête. Est-ce que Il y a tu... une question, je crois, Laurent. Ah, À voilà. l'instant. Ah ben si, alors, ok. Votre collaboration, alors une question de Karim Chiban qui a beaucoup de questions aujourd'hui. Très bien, merci Super. Karim. Votre collaboration contractuellement est une obligation de moyens et ou de résultats? C'est une question. C'est une Alors, question je ne sais pas si j'ai business. exactement compris la question, mais je vais essayer de faire une réponse. Donc, en fait, notre collaboration avec nos partenaires peut prendre différents aspects. Donc, par exemple, avec Aerodiot, comme l'a mentionné Sébastien, bah, c'est un projet, on est vraiment partenaires ensemble, et cetera. Mais ça peut très bien être de la sous-traitance, somme toute classique, hein, donc, où effectivement, on doit fournir la puce au client. Je ne sais pas si c'est exactement ça la question, Laurent, peut-être si tu veux. En fait, bon, je peux répondre là-dessus parce que je suis aussi à mi-temps. Je travaille chez Système à mi-temps avec le pôle. Donc là, en fait, c'est sur mesure. Hein, c'est un peu comme la ZIC qui est sur mesure. En fait, les prestations de Système se discutent avec les partenaires, avec les clients, et on se met d'accord sur des obligations de moyens et de résultats. Après, quand le circuit quand il y a un risque très fort, on procède souvent par une analyse de faisabilité et de risque au C'est ça. départ, avant de s'engager sur une obligation de résultat, par exemple. Voilà, ça peut être une approche. Oui, et la propriété industrielle est transmise. Ah oui, ça c'est une deuxième question qui est assez intéressante. C'est une bonne question. Bah, en fait, il faut discuter avec l'entreprise ou le client. Après, je pense qu'il y a plusieurs façons de procéder selon, comment dire, les choses que nous, on a déjà en stock et qui peuvent permettre de la conception de la ZIC. Par exemple, un bloc d'alimentation qui est dans la ZIC, du coup, il vient de chez nous, et cetera. Donc ça se discute. C'est vraiment, c'est à discuter. Mais en règle générale, le système n'a pas vocation à faire Ouais, des produits par lui-même. Donc on est un centre de transfert la technologique. propriété Ouais. intellectuelle, oui, est souvent transmise ou gardée par l'entreprise qui nous demande de faire un circuit pour elle, quoi. Hein. Mm. Nous, notre but n'est pas de faire de vendre des ASIC, mais plutôt d'accompagner les gens pour passer à l'ASIC. Donc quelque part, ce transfert de propriété est à discuter, à mettre à jour au cas par cas avec nos clients. Merci C'est pour ces ça. questions qui sont très, très pratiques et qui illustrent bien. Et peut-être une dernière question. Au niveau d'industrialisation, on a dit que Système pouvait accompagner les partenaires jusqu'à la réalisation de l'ASIC, la validation. Mais quid de la qualification de l'industrialisation? Alors là-dessus, je me permets peut-être de répondre un peu à ta place, David, mais Oui, enfin, je vas-y. te laisse commenter. Mais quelque part, en règle générale, nous accompagnons les partenaires et nous allons développer des partenariats avec des entreprises qui sont spécialisées dans la production et le suivi de production. Et donc, on va avoir un petit exemple dans un petit moment, dans pas longtemps maintenant, avec la société IDEMOS. Quel est le spectre d'application et de fonctionnement en température de ces acides? Bon, Bah, ben là, c'est une question très générale. Après, ça dépend des projets. Ça peut aller exactement. à température. Ça, c'est vraiment spécifique à certaines applications, mais il n'y a pas de limite vraiment. Ça Enfin, fait partie du cahier des charges. Alors, il ne faut c'est pas ça. dépasser les 150, températures max des 125, fondeurs. Hein. 150, quoi. C'est-à-dire, les paramètres sont garantis sur un certain spectre. Et sur des cas particuliers, on peut peut-être les élargir. Mais alors là, il faut faire des choses soit en relation avec le fondeur, soit par nous-mêmes de développer des paramètres spécifiques.
Juste peut-être juste pour spécifier un dernier truc, en fait, là on parle d'ASIC, c'est un peu nouveau, mais en fait c'est la création d'un composant, comme on pourrait créer une carte, comme on pourrait créer autre chose. Donc c'est vraiment des questions comme ça, c'est un peu les mêmes réponses, je dirais. Il faut respecter le matériel sur lequel on travaille, il est qualifié d'une certaine façon à une certaine température et on fait avec comme dans les composants ou les cartes RF qu'on peut faire. Ok, merci beaucoup. De rien. Je pense qu'on va passer maintenant à quelques mots de l'entreprise Serma Idemos qui est basée à Pessac, là, sur le site de Serma de Serma Technologies, pardon. Donc, Richard, si tu veux bien prendre la main pour nous présenter rapidement Serma Idemos. Bonjour à tous. Donc je vais essayer de résumer en quelques minutes notre activité. Nous nous sommes concentrés sur une activité de développement et de production de circuits intégrés en mode fabless. Excusez-moi, je semble avoir un problème technique là. Est-ce que vous m'entendez bien, Laurent? Si, on t'entend très bien. D'accord, ouais, j'ai un warning sur l'écran. Par contre, Oui, donc ton image est brouillée, mais peut-être ça va revenir. Mais on voit plus ta caméra. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Ouais. Donc l'activité de Serma Idemos, c'est une activité de semi-conducteur fabless avec la conception puis la gestion de la production des circuits intégrés pendant toute leur durée de vie. Donc ces circuits intégrés sont spécialement des ASIC, dont nous avons pas mal discuté depuis le début du webinaire. On en a livré l'année passée à peu près 22 millions dans des domaines très très variés qui vont du spatial et donc sur des quantités qui sont très faibles jusqu'à des circuits intégrés utilisés dans des applications de capteurs et qui, elles, concernent plusieurs millions de pièces par an. L'ensemble pour un chiffre d'affaires d'environ 22 millions d'euros en 2023, 21 quelque chose en 2022. On a une équipe de concepteurs d'une trentaine de personnes qui sont réparties sur 3 sites. L'un qui est ici à Pessac, l'autre qui est à Dresde, en Allemagne donc, siège de l'entité Productivity Engineering dont je m'occupe également. L'ensemble faisant partie du groupe Serma, bien sûr. Et enfin, un centre de développement qu'on maintient en Bulgarie, à Sofia, avec une dizaine d'ingénieurs également. Donc on a une petite trentaine de concepteurs disponibles. On réalise en tout une dizaine de circuits par an. Et évidemment, malgré l'expérience qu'on a d'accumuler, je dirais, au fil des années, puisqu'on a une expérience moyenne d'une vingtaine d'années, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas eu l'occasion de pratiquer. Et là, on est ouvert à des partenariats comme celui dont nous discutions avec Laurent sur les parties RF, où là, on parle de dizaines ou plus de gigas qui sont donc en dehors de notre savoir-faire actuel. L'essentiel de nos circuits sont mixed signal. 2 développements sur 3 concernent des nouveaux projets pour des applications industrielles. C'est notre segment de marché. Et aussi quelques produits obsolètes. Environ un petit tiers de nos développements concerne le re-engineering de produits obsolètes, ce qui nous permet d'adresser les problèmes d'approvisionnement de nos clients en leur redessinant et en leur reproduisant un circuit qui n'existait plus. Donc on essaye d'avoir des prestations de SCM. J'ai vu tout à l'heure sur le chat qu'il y avait des questions concernant la production ultérieure de ces ASIC. Donc ça, c'est au cœur de notre métier. Donc notre prestation habituelle, c'est de faire l'aspect conjointement avec le client, de dessiner le circuit intégré, et ensuite d'assurer son prototypage, sa qualification et sa production ultérieure pendant toute sa durée de vie.
Éventuellement, on est tout à fait ouvert. Alors ça, il y a à peu près 70-80% des circuits que nous livrons chaque année qui tombent dans ce modèle-là. Certains clients peuvent se présenter, ceux qui ont l'habitude de gérer et de définir des circuits intégrés peuvent se présenter avec une spec et donc ne pas avoir besoin de nous pour cette partie-là, l'architecture étant déjà définie. Et enfin, certains clients ont fait leur développement par des partenariats, par exemple, avec des organismes universitaires ou de recherche, ou alors par un partenariat avec une design house, mais qui ne s'occupe pas de la production. Et donc, on peut prendre le dossier à ce niveau-là. Ça représente à peu près une vingtaine de pourcents, grosso modo, des circuits que nous livrons, pour lesquels nous nous occupons uniquement de l'approvisionnement des wafers. Mettons au point et opérons ensuite la partie test, alors que ce soit le test sous pointe ou le test final avant livraison. Et nous gérons aussi l'assemblage. Alors, quelques-uns de nos partenaires, en termes de micro, quand il y en a d'intégrés dans nos circuits, nous pouvons utiliser de l'ARM ou du RISC-V. C'est pour ça que l'apport de Keysom en la matière nous sera important. On peut avoir acheté des IP sous Synopsys. En termes de fonderie, on utilise très majoritairement XFAB pour l'instant. Comme nous réalisons beaucoup de circuits intégrés mixtes, le shrink ne joue pas énormément économiquement parlant, sur nos circuits. Et donc, on a tendance à avoir quelques années de retard sur ce qui se fait de mieux en termes de lithographie. Aujourd'hui, le plus bas qu'on pratique, c'est 55 nanos, et vous avez dû tous entendre qu'il existe des technologies CMOS qui descendent jusqu'à 10, voire 7 nanomètres de longueur de canal. Alors, pour tout ce qui est en dessous des 100 nanos, on a commencé à utiliser Global Foundry. Plusieurs assembleurs plastiques. J'ai mis les 3 principaux ici. ANA, avec des usines en Thaïlande et en Chine. CWTI et Gretec, qui sont tous les deux basés à Taïwan. Et pour la céramique, donc la céramique est un acteur incontournable dans le monde de l'électronique intégrée, pour des raisons de dissipation et d'étanchéité. Donc, pour des applications très exigeantes en termes de fiabilité, ça reste le composant le plus utilisé. Et là, je ne vous surprendrai pas en disant qu'on utilise Serma Microélectronique à La Rochelle, bien sûr, puisqu'on fait partie du même groupe. Et pour le test, un site qui travaille pour nous en Bulgarie, qui s'appelle Facette, qui fait essentiellement pour nous le test sous pointe. On traite un volume d'environ 5000 tranches, 5000 wafers par an. On utilise pour du très haut de gamme Serma Technologies, qui est basé dans le même immeuble que nous, en fait, et qui a une zone de test qui est très bien équipée. Donc là, c'est utilisé pour du spatial, du militaire, tout ce qui est haut de gamme. On fait beaucoup de sous-traitance de tests par des solutions qu'on installe directement chez nos assembleurs. Vu la grande diversité de boîtiers qu'on est en mesure de proposer, dès qu'il y a du volume, il faut être en mesure évidemment de les manipuler automatiquement. Et qui de mieux placé que l'assembleur pour opérer cette activité-là. Et deux test house qu'on utilise en Allemagne, donc principalement notre entité Productivity Engineering, qui utilise Blue Test et dans une moindre mesure Root Microtech. Donc voilà, ça répond un peu aux questions qui se posaient. Comment fabriquer ultérieurement un design les circuits intégrés qui se posaient sur le chat tout à l'heure. Donc voilà, je pense que voilà, Laurent, je vais peut-être pas développer beaucoup plus longtemps parce que j'ai dû prendre plus que le créneau que tu m'avais alloué. C'est bien, merci Richard. Je pense que c'est très complémentaire à ce qui a été dit avant, hein. Donc, même si ce webinaire, à l'origine, il est focalisé sur l'accès aux technologies, le prototypage, il faut savoir que les PME, les ETI, contrairement aux laboratoires, veulent aller plus loin que la preuve de concept sur un prototype. Ils veulent que ça soit un début de nouveaux produits. Donc, il y a une industrialisation derrière. Et c'est assez peu, enfin, c'est encore, à mon goût, assez rarement
pratiquée en France par rapport à d'autres pays européens et surtout par rapport aux États-Unis qui eux ont des ASIC très très couramment. Hein, je l'ai pu le constater quand j'étais chez ST Microelectronics. Donc on a au niveau européen et français en particulier, on a un gros progrès à faire et on espère contribuer à notre échelle, hein, au niveau du pôle et puis au niveau de système, contribuer à faciliter ça et à constituer des partenariats, des visibilités, animer des échanges dans ce monde de la microélectronique, profiter des fondeurs qu'il y a sur notre territoire ou qui sont accessibles, qui sont européens ou assimilés. Hein. On parlait de Global Foundry, mais Global Foundry a investi lourdement sur le site de Kroll pour avoir des lignes partagées avec ST. Je passe, voilà, la slide d'après. Là, c'est bon. Merci à tous les intervenants. Hein. Là, vous avez les contacts des différents intervenants pour le CNRS, pour SIMPE, pour Système, Aérodiode et Kisom. J'attire votre attention sur un prochain événement qui sera aussi centré sur la microélectronique, donc qui sera organisé par le pôle Alpha RLH et certainement en collaboration avec Minalogic et d'autres partenaires, et notamment Cerma Technologies qui nous accueillera dans ses locaux le 16 mai 2024. Et donc l'axe majeur de cet événement, c'est la microélectronique au sens large, avec des représentants de toute la supply chain, hein, pas seulement la conception, mais aussi la fabrication, le test, etc. Les différents intervenants de la chaîne qui constitue la microélectronique, et avec un focus sur des synergies entre les régions Nouvelle-Aquitaine et puis les régions Rhône-Alpes, Auvergne, où se situent la plupart des fondeurs, et puis aussi parisienne, et puis un petit peu dans l'Ouest aussi, mais beaucoup d'illustrations de ponts, on va dire Est-Ouest entre nos deux grandes régions, donc Nouvelle-Aquitaine et puis Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je vous invite à regarder l'agenda des événements du pôle Alpha RLH. Et puis d'aller sur LinkedIn aussi, où vous avez toute l'actualité du pôle. Et je vais bien conclure en remerciant encore nos différents auditeurs, et puis pour vos questions, pour l'animation, et nos partenaires CNRS, SIMPE, le pôle évidemment, et puis Captronic et Minalogic. Et je vous rappelle l'événement à venir du 16 mai, où vous serez informés en priorité, puisque vous êtes dans notre liste de gens intéressés par la microélectronique. Voilà, n'hésitez pas à contacter les différents intervenants. Donc vous avez vu les mails, et puis vous aurez, je crois, sur le chat, l'accès au PDF des différentes présentations. Et ça sera aussi disponible sur le site Alpha RLH. Voilà, merci encore et bravo aux intervenants, et à une prochaine fois.